Si vous vous intéressez au conflit au Moyen-Orient et surtout à ce qui se passe dans la bande de Gaza, et si vous considérez qu'il y a actuellement un rapport de force qui est totalement déséquilibré à l'avantage de l'armée israélienne et au détriment des civils palestiniens de la bande de Gaza, eh ben, selon Alain Finkielkraut, vous êtes en train de nazifier les Juifs. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le philosophe franco-israélien, même je pense le philosophe français, Alain Finkielkraut, qui a ce genre de propos. Donc nous allons voir ensemble l'extrait en question. Il s'agit d'un extrait qui dure 1 minute sur Twitter. Et comme nous, on est des esprits un peu solides, eh ben, on va regarder ensuite l'interview complète. Alors l'interview complète, elle dure 1 heure. Moi-même, je l'ai regardée, j'ai commencé à la regarder, je l'ai regardé les 15 premières minutes. Donc on va essayer de réagir dessus, on va essayer de mettre en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais c'est quand même assez affligeant, c'est un petit peu quand même le naufrage intellectuel d'une personne... Ce qui en fait est normal, et on va essayer de comprendre pourquoi. Quoi qu'on pense de la riposte israélienne, le mot de génocide est fou. Pour qu'Israël arrête, il suffirait que le Hamas dépose les armes et libère les otages. Est-ce que les Juifs ont jamais eu un choix pareil ? Alors, il est clair qu'il y a eu des tentatives de négociation, mais il est clair que d'une manière générale, le Hamas n'a pas voulu libérer les otages. Il est clair aussi, et on l'a vu avec l'ancien colonel Guillaume Ancel, spécialiste des conflits, qui a participé à tout un tas de conflits à travers la planète, que la volonté de Netanyahou, en tout cas de Benjamin Netanyahou, les otages étaient secondaires. Parce que vu comment il a tapissé de tapis la bande de Gaza, il a tapissé de bombes la bande de Gaza, il était évident que les otages avaient de très grands risques d'être pris dans les dommages collatéraux. Et de fait, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre eux. C'est aussi pour ça qu'il y a une très grande partie de l'opinion publique israélienne qui est contre le gouvernement actuel, parce qu'ils ont appliqué cette stratégie. Donc peut-être que le Hamas n'a pas déposé les armes, mais Netanyahou et en tout cas les chefs d'état-major de l'armée israélienne Tsahal ont suivi à la lettre les ordres qui étaient de tapisser vraiment la bande de Gaza sur tout le territoire. Est-ce qu'on a vacciné les Juifs du ghetto de Varsovie, alors que tous les enfants de Gaza ont été vaccinés? Donc, ce terme de génocide est ignoble, mais il permet justement de nazifier les Juifs, de leur faire perdre tout leur crédit victimaire, de dire qu'ils sont passés dans le mauvais camp, ils sont des bourreaux, et donc... ils sont eux-mêmes des nazis et des racistes. Donc c'est ça, si vous voulez, ce qui caractérise l'antisémitisme de ce temps, c'est que c'est un antiracisme. Et comme c'est un antiracisme, il est inculpabilisable. Alors, ça dure 1 minute, et il y a déjà tellement à dire, mais c'est juste hallucinant. Enfin, déjà, le principe de crédit victimaire. D'accord, quand un peuple a été victime d'une barbarie, il a le droit... On peut se dire, du point de vue du droit international, il a le droit à des compensations, il a le droit à une reconnaissance du crime qu'il a subi. Ça lui donne pas un statut de privilégié pour commettre à la suite lui-même des exactions. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun rapport. Enfin, quel est le rapport avec le crédit victimaire ? Ça veut dire quoi ? Enfin, t'imagines quand même cette phrase, tout le sens qu'elle peut impliquer pour tout un tas de pays à travers l'histoire du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Enfin, je veux dire, l'invasion de l'Irak par les Américains, il y a eu combien de victimes civiles ? Je crois que ça se compte en dizaines de milliers sur toute la présidence américaine. Des dizaines de milliers de victimes qui ont été ordonnées par un président qui n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Est-ce que les Irakiens ils ont le droit à un crédit victimaire ? Enfin, c'est... Et puis alors je parle de ça, mais il y en a des tas d'autres. Je veux dire, rien que les périodes de décolonisation dans les années 50, à toute fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'Indochine, il y a les pays, il y a la guerre d'Algérie, enfin il y a les pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Enfin, tous ces pays-là, ils ont subi
des pertes énormes par la présence de la colonisation française. Est-ce qu'ils ont le droit à un crédit victimaire? Enfin, c'est ridicule comme position, c'est un argument mais qui est éclaté au sol. Et alors donc, on va regarder la version complète. Bon, on va peut-être pas se manger l'heure, hein. On va essayer d'aller jusqu'au point principal, mais je l'ai mis en 1,5 parce que bon, faut quand même que ça aille assez vite. Mais il y a quand même, enfin, c'est pas génial quoi, c'est pas génial. Et on sent quand même peut-être que Alain Finkielkraut, il a perdu une certaine aura, même pour l'électorat de droite, même pour les lecteurs de droite, parce que vous voyez par exemple, là en 2 jours, il a fait 22 000 vues. Par exemple, face à un De Villepin, un Hubert Védrine ou un Emmanuel Todd, sur le Figaro, vous voyez, Emmanuel Todd, il y a un mois, 841 000 vues. Je pense pas que M. Finkielkraut fera 841 000 vues d'ici un mois. Je me trompe peut-être, mais on sent bien que le philosophe, il est totalement en décalage avec ce qui se passe actuellement, quoi. Et parce que, alors, la question c'est pourquoi ce naufrage? Parce qu'il a un parti pris, tout simplement. Tout philosophe qui a un parti pris, et qui est surtout dans le parti pris de celui qui est du côté de la domination, bah il perd, à la limite, quand t'as une philosophie qui est du côté des dominés, des oppressés, bah t'as un message humaniste derrière de se dire, bah en fait, ils se font écraser, ils ont absolument aucune chance. Alors que là, bon, c'est totalement l'inverse. Israël est en train de pulvériser absolument tous ceux qui veulent, entre guillemets, s'opposer à eux. Et tu peux pas te mettre en te disant, oui, mais il faut les comprendre, etc. Enfin, il y a une limite, quoi. Oui, ils ont subi une attaque qui a fait 1200 morts. Ils en sont à combien de victimes de l'autre côté? Il n'y a plus rien dans la bande de Gaza. C'est terminé. C'est une ruine. Il n'y a plus rien. Vous les avez vengés, vos 1200 morts? Ça y est, en tuant 5 fois plus de l'autre côté. 20 fois plus. Enfin, c'est ridicule. Bonsoir à tous et bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Ce soir, mon invité spécial est Alain Finkielkraut. Le philosophe et académicien publie un recueil de 7 de ses livres sous le beau titre de La modernité à contre-courant. Homme de gauche, il est aujourd'hui qualifié... Alors voilà. Ça, c'est aussi une grosse erreur. Là, j'ai fait toute une vidéo d'une demi-heure sur Eminence Stream. Donc, vous pourrez chercher, vous tapez Politics sur Eminence Stream et vous allez la trouver. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci. Politics. Pourquoi les gens pensent que Manuel Valls est de gauche et autres demi-habilités. Donc, voilà. Vous savez, dans le foot, ceux qui n'y connaissent rien au foot, on les appelle des footix, parce que bon, ils font genre d'avoir un peu de culture, mais en fait, ils y connaissent que dalle, ils sont totalement à la ramasse. Et ben, pour moi, les politiques, c'est la même chose. Et vous voyez, on a des gens comme Alain Finkielkraut qui sont présentés comme étant de gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a de gauche en eux? Qu'est-ce qu'il y a de gauche dans leur discours? À quel moment ils prennent la défense du social en France? À quel moment ils prennent la défense des travailleurs? À quel moment ils prennent le parti des syndicats, des syndicats de travailleurs? À quel moment ils soutiennent des réformes qui améliorent les services publics et qui améliorent la vie en général pour les citoyens les plus précaires? On les entend jamais. Pourquoi est-ce qu'ils sont présentés comme étant de gauche? Enfin, je veux dire, à un moment donné... il est pas de gauche, Finkielkraut. Et s'il est de gauche, c'est de la gauche de posture. Mais enfin, voilà, là il va prendre la défense d'Israël. Israël qui est un pays qui est aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, faut vraiment être aveugle pour pas le voir, qui est gouverné par une droite, voire une droite très dure, pour pas dire extrême droite. Hein, ça, c'est des politologues israélites qui pourraient le confirmer ou l'infirmer. Mais c'est pas un mec de gauche, quoi. Ça n'a rien à voir avec un... Et sauf que ces mecs-là, ils représentent une certaine gauche. Ils n'ont jamais été sur des médias de gauche, ils ne sont jamais invités sur des médias de gauche, ils vont jamais débattre avec des vrais mecs de gauche comme Bégodeau, comme Nicolas Framont, comme... comment il s'appelle j'ai perdu son nom là, Frédéric Lordon, Bernard Friot. Ils vont jamais débattre avec des mecs de gauche. Mais c'est des mecs de gauche. Et enfin... C'est pas un mec de gauche, Finkielkraut. Faut arrêter avec ça. Ça aussi, c'est délirant, en fait. Et t'as des gens qui écoutent Finkielkraut depuis 40 ans, ils vont se dire, bah ouais, c'est un mec de gauche, modéré, responsable. C'est pas un mec de gauche, ça faut arrêter, quoi. Par beaucoup de réactionnaires. Il nous dira s'il se sent toujours progressiste ou bien s'il assume désormais l'étiquette de conservateur. Enfin, Voilà, bon, alors progressiste, hop, qu'est-ce qu'on met? Le deuil du progressisme, on met des femmes qui ont l'air visiblement d'être dans une manif féministe, on voit un drapeau LGBT au fond, on voit des cheveux bleus, des cheveux rouges, voilà, le progressisme c'est ça. Le progressisme c'est ça.
Bah ouais, bah regardez, bah le Figaro, voilà, truc de droite, du bleu, du costume, oh, on retire la cravate pour faire un peu détente, mais un cadre épuré, les idées, c'est... Ouais, enfin je veux dire, c'est vraiment les gens, ils restent dans les stéréotypes. Ils sont incapables de se dire que le progrès, bah, ça peut très bien être des prêtres qui sont progressistes, parce qu'ils comprennent bien qu'il y a des causes de domination qui créent des situations injustes dans la société, et pourtant c'est des prêtres. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, 40 ans de carrière dans les médias, et bah voilà, les trucs ne bougent pas, les images ne bougent pas. Le progressisme, c'est ça, voilà. Des femmes aux cheveux bleus, c'est le progressisme. Non, après le 7 octobre, nous lui demanderons quel est son lien particulier et intime avec Israël et qu'est-ce qu'il pense de la situation des Juifs en France. Bienvenue dans le club Le Figaro. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, les Juifs en France, j'ai pas l'impression qu'ils sont plus en danger que ça, hein. Je veux dire, il y en a peut-être qui ont reçu des menaces parce que bon, ils sont connus comme étant de confession juive, mais enfin, je veux dire, mais des gens, des journalistes qui enquêtent sur des phénomènes, ou des journalistes qui enquêtent sur des groupuscules, que ce soit l'extrême droite ou tout ça, ils reçoivent aussi des menaces de mort. Ils sont aussi, enfin, il y a des journalistes qui ont quand même été interrogés par la DGSI parce que ils ont dévoilé des livraisons, des contrats d'armement entre la France et je crois l'Arabie Saoudite, ouais, l'Arabie Saoudite, je crois, et ils se sont fait interroger par la DGSI pour ça. Enfin, je veux dire, je pense, enfin, je sais pas pour vous, peut-être que vous êtes juif et peut-être que vous avez ce sentiment d'être mal en France, mais j'ai pas l'impression que les juifs en France soient la population la plus menacée par bien des choses. Enfin, j'en sais rien, quoi. Je veux dire, peut-être je me trompe, hein, et dans ce cas-là, vous allez argumenter, vous allez me montrer des arguments, mais j'ai pas l'impression, quoi. Figaro ID avec mon invité spécial Alain Finkielkraut. Qui est vraiment un livre admirable, une introduction à la philosophie politique, je dirais, du XXe siècle, absolument magnifique, et aussi un certain nombre d'entretiens que vous avez donnés à la presse, notamment au Figaro, qu'on trouve à la fin de ce recueil. C'est vraiment un très très beau livre. Ouais, alors ce livre, il faut savoir que c'est une compilation de de quelques-uns de ses écrits précédents. Donc j'imagine qu'il a rajouté 2-3 trucs, mais grosso modo, 80% du bouquin, c'est des trucs qu'il a déjà écrits. Je sais pas, moi je pense que ça c'est le genre de choses qu'on fait, soit on fait faire par une autre maison, soit on le fait quand l'auteur disparaît, quoi, pour faire un recueil de ses... Je sais pas, mais faire ça, enfin, je sais pas, peut-être que ça se fait, hein, j'en sais rien, j'ai pas histoire d'autres exemples, mais je trouve ça... Bah, bref. À un moment donné, alors on va avancer un peu parce que bon voilà, il parle de sa première télé, alors 45 ans qu'il est à la télé, hein, Finkielkraut, 45 ans. Mais il veut pas se faire considérer comme étant un philosophe des médias. On va voir ce qu'il dit. Il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et alors là, je me pose vraiment la question. Bon, reprenons. Oui, philosophe médiatique, bien entendu, je n'aime pas du tout cette qualification. Pourtant. Parce que voilà ce qui s'est passé pour moi. Et je vous citerai pour commencer Michel Foucault. Dans un livre qu'il n'a jamais publié de son vivant. Alors avant qu'il continue, savoir que Michel Foucault, j'en parle dans une vidéo sur la chaîne principale qui s'appelle « Comprendre l'ordre du discours » de Michel Foucault, avec les discours structurent les sociétés humaines. Voilà, c'est une vidéo qui fait 20 minutes, j'ai sorti il y a un an, elle a fait 2200 vues, donc c'est un joli score, hein, par rapport à la moyenne de la chaîne. Je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment intéressant comment la façon dont on va émettre des discours, des façons de structurer le discours politique et médiatique, ça va structurer l'ensemble de la société. Et on le voit avec les histoires de management, les anglicismes, tout ça, les termes anglo-saxons, même des mots qui veulent rien dire. Par exemple, le fait qu'on change salarié et qu'on préfère collaborateur, pour pas dire, pour faire disparaître ce lien de subordination qu'il y a entre l'employeur et l'employé. En fait, quand vous êtes salarié, vous n'êtes pas un collaborateur, hein, littéralement. Vous êtes un subordonné. C'est le principe même, c'est un contrat de subordination. Mais pour que les gens acceptent cette domination, on va changer le mot. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on doit accepter cette domination? Pourquoi on change le mot? Parce que le rapport a changé. Parce que le rapport de force entre le patronat et le travailleur s'est dégradé. Et à l'avantage, généralement, du patron. Pour les très grands groupes en tout cas. Je ne parle pas pour les TPE, les PME qui font toute leur activité en France et qui ont toutes leurs filiales, toute leur activité en France. Par contre, pour les filiales qui ont
des capacités d'aller délocaliser des entreprises, et ben, dire à un salarié que finalement on préfère en prendre un dans un autre pays moins cher, en attendant de faire passer la pilule, on le considère comme un collaborateur, comme ça il a l'impression d'être moins menacé. Mais bon, allez voir cette vidéo, puis d'une manière générale, abonnez-vous à Éminence Grise, abonnez-vous à Éminence Stream, abonnez-vous à ma chaîne, à mes 2 chaînes si vous aimez ce que je fais, parce que la plupart du temps, mes vidéos sont soit peu visibles, parce que c'est des sujets qui sont assez complexes, soit c'est des sujets qui plaisent pas à l'algorithme, parce qu'il y a des mots-clés qui plaisent pas. Là, par exemple, dans cette vidéo actuelle, on va parler de nazification, on va parler de négationnisme, on va parler de génocide. C'est des termes que l'algorithme n'aime pas trop, donc si vous voulez vraiment apporter un soutien, abonnez-vous et partagez les vidéos. Discours philosophique qu'il a écrit quelques mois après l'apparition de Les mots et des choses. Il dit ceci: depuis quelque temps déjà, la philosophie a reçu en partage une tâche qui ne lui était point familière, celle de diagnostiquer, reconnaître à quelques marques sensibles ce qui se passe, détecter l'événement qui fait rage dans les rumeurs que nous n'entendons pas, tant nous y sommes habitués. La philosophie, à l'origine, répondait à la question « qu'est-ce que ?» Alors, je vais passer le truc parce que ça va être un peu long. En fait, ce qu'il dit, c'est que lui, il a beau être philosophe, entre guillemets, médiatique, invité, et qui doit jongler entre l'instantanéité de l'actualité et la réflexion longue. Il se dit tout le temps que quand il est invité sur un plateau, déjà, bon, il prépare ses fiches, il prépare ses lectures, il prépare tout ça, mais en même temps qu'il donne un avis et en même temps qu'il donne une opinion, il s'interroge sur son opinion. Et donc, entre guillemets, il a cette capacité incroyable qui est de donner un avis et en même temps se demander dans sa tête si cet avis vaut le coup. C'est très bien, hein, c'est très bien Alain. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça fait 45 ans que tu es à la télé et d'une manière générale, tu n'as jamais vraiment remis en question l'ordre social tel qu'il est développé. Pourquoi ? Parce que cette remise en question de l'ordre social tel qu'il est actuellement et qui crée donc effectivement des dominations où il y a des gens qui peuvent perdre leur emploi parce qu'il y a des délocalisations, des gens qui doivent faire une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30 de route pour aller travailler et qui du coup perdent énormément d'argent dans les transports ou dans les carburants, des gens qui sont touchés par l'inflation, des gens qui sont touchés par des problèmes, des maladies professionnelles, le fait qu'on recule la retraite de 2 ans alors que les gens ils ont déjà donné 43 ans de leur vie, ils n'ont pas envie de donner 2 ans de plus, ils ont donné. Tu t'interroges pas sur tout ça en fait. Et pourquoi tu t'interroges pas sur tout ça, Alain ? Tout simplement parce que toi, tu es dans une position qui, actuellement dans la société, te permet de jouir de cette domination. Je sais pas, enfin, voyez l'âge qu'il a, et je crois qu'il a plus de 70 ans, monsieur Finkielkraut. Est-ce qu'il est en retraite ? Est-ce qu'il a envie d'être en retraite ? Non, pourquoi ? Parce que lui, il se dit, je vais travailler, je vais continuer à travailler tant que je peux, parce que son travail, c'est pas de se lever à 6h du matin pour aller traire des bêtes, préparer le champ ou ramasser la récolte. C'est pas non plus de se lever à 4h du mat pour aller remplir des rayons, passer des commandes, déplacer des palettes, machin. Non, son travail à lui, il peut se lever à 6h du mat, il n'y a pas de problème. Hein. Le truc, c'est que il va très probablement pas sortir de chez lui, il va juste lire des livres, lire de l'actualité, aller à la rencontre des gens de son âge qui sont peut-être en retraite ou peut-être en activité, mais qui ont des métiers où, entre guillemets, ça demande pas un effort physique. Si jamais il a besoin de... Enfin voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui pendant 45 ans n'a pas dû faire d'efforts physiques intenses dans des conditions matérielles difficiles et qui se dit que, pourquoi est-ce que je remettrais en question l'ordre établi ? Et c'est ça en fait qu'on te reproche en tant que philosophe. C'est ce que Paul Nizan appelait les chiens de garde. C'était vraiment les philosophes chiens de garde. C'est-à-dire les philosophes qui se posent des questions sur « Ah, qu'est-ce que c'est que le suicide ?» mais sans aller voir les gens qui faisaient des tentatives de suicide. Les gens qui se posaient des questions sur « Ah, qu'est-ce que la misère ?» mais sans savoir ce que c'était que de vivre vraiment dans la misère alors que tu travailles, tu taffes, mais tu as des soucis d'argent, tu as des soucis de santé et donc... le peu que tu arrives à gagner, tu n'arrives pas à le conserver, tu n'arrives pas à créer de patrimoine. Enfin, vous voyez, c'est... Et donc voilà, donc là, les 5 premières minutes, c'est là-dessus, on va avancer un petit peu. Mais vraiment, c'est un peu usant à écouter, en fait, en vérité. Or, votre œuvre et vos livres, vous avez, on peut dire, 2 types d'interventions médiatiques. Il y a d'abord votre émission Réplique,
qui est une émission patrimoniale dans le sens où elle développe un regard sur le monde et sur l'événement de façon très, très profonde et intemporelle. Et puis il y a vos interventions dans la sphère de l'immédiateté, dans les misères du présent de l'immédiateté. Et ça, vous avez vu quand même en 40 ans, on est passé d'apostrophe à l'information continue, aux réseaux sociaux. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de penser l'événement au temps de l'info continue, du breaking news, de l'image triomphante de Twitter? Il est vrai que c'est très difficile. Alors je me protège comme je peux, c'est-à-dire, oui, je regarde les émissions sur les chaînes d'information continue, je précise que vous n'avez pas de téléphone CNews, portable. BFM et LCI, et d'ailleurs, c'est utile, parce Donc voilà, CNews, BFM et LCI, c'est-à-dire que visiblement, il ne regarde que des chaînes privées. Peut-être qu'il a pas mis France 3, France 2, peut-être qu'il a fait exprès de ne pas mettre... mais visiblement, il va principalement sur les chaînes d'infos en continu, donc des chaînes privées. que souvent émergent sur l'une ou l'autre de ces chaînes des faits dont le service public ne rend pas compte et dont ne rendent pas compte des journaux comme Le Monde ou Libération. Donc, bah, le service public, c'est pareil. Bon, à part la radio qui fait de l'info plus ou moins toute la journée, surtout France Info notamment, mais France Info à la télé, c'est le service public, il me semble, et c'est de la télévision, c'est de l'info en continu, donc je vois pas ce qu'ils ne prendraient pas en compte, des faits qu'ils ne prendraient pas en compte que les autres chaînes prendraient. Ils vont tous s'abreuver à la même source qui est l'AFP, donc je vois pas pourquoi. Enfin, je pense que son argument il vient pas. Et là, le problème, vous voyez, c'est que il n'y a pas de contradicteur. Parce que bon, c'est lui l'invité, d'accord. Mais du coup, là, il dit une connerie. Il dit une connerie grosse comme son recueil de bouquins. Et il n'y a personne pour le... Tu vois, il n'y a pas un des deux intervieweurs qui va dire « Et vous regardez pas France Info ?» Et vous estimez que sur France Info, il n'y a pas des infos que vous pourriez trouver sur les 3 autres chaînes. Enfin, il y a aussi une valeur, une importance de l'information continue. Les réseaux sociaux, je m'en écarte, parce que effectivement, ce serait très déprimant. Des gens penser qu'une partie de la jeunesse ne s'informe, me dit-on, que sur TikTok, c'est à pleurer. Voilà, donc en fait TikTok, pour ces gens-là, alors ouais, désolé, la vidéo elle va être peut-être un peu plus longue que prévu, mais il y a tellement de trucs à dire. TikTok, est-ce que pour vous c'est un ramassis de conneries? Bon, très bien. Pourquoi est-ce que vous vous dites, je vais pas faire du contenu intelligent pour TikTok? Je vais pas prendre du temps, je vais tourner des vidéos, lire des livres, raconter un article, résumer un documentaire, et je vais le mettre sur TikTok. Et je vais essayer d'intéresser les gens à ça. Pourquoi vous le faites pas? Je veux dire, est-ce que pour vous, YouTube, c'est mieux que TikTok? Eh ben, je peux vous dire qu'il y a certainement moins de 10 ans, donc en 2014-2015, je pense que si tu disais je m'informe en regardant TikTok, en regardant YouTube, il y a des gens, ils te regarderaient en mode mais... Enfin, c'est pas de l'info, YouTube, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, c'est des jeunes qui font des conneries sur YouTube, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de trucs intéressants. Il n'y a pas de trucs intelligents sur YouTube, pourquoi tu vas là-dessus? Et en fait, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en 2024, sur YouTube, il y a une émission du Figaro avec un invité Finkielkraut qui, visiblement, ne va pas être diffusé à la télévision. Mais pourtant, c'est là. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est affligeant? Pour ceux qui ont un esprit solide, oui, c'est un peu affligeant parce que, bon, Finkielkraut, c'est vraiment pas la pensée la plus... la plus intéressante de France. Mais, je veux dire, c'est là, ça existe. Donc... qu'est-ce qui empêche demain de Finkielkraut de s'enregistrer, de faire des vidéos et de prendre des extraits de ça et de les mettre sur TikTok? Le Figaro, ils n'ont pas de compte sur TikTok. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ces gens-là, ils ont une vision qui est fixe des choses et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est comme mon frère qui disait que les jeunes ne lisaient plus. Il lisait des BD, des mangas, mais il lisait pas de la grande littérature. Mais Michel, je vais t'apprendre un truc. En fait, les gens, ils évoluent. Et ce que les gens ils lisent à 18 ans, ils le lisent pas forcément à 30 ans. Tu vois, ils évoluent, ils changent. Il y a des gens, au contraire, ils lisent Marx et Proust et Proudhon et du libéralisme à 15, 16, 17 ans parce qu'ils ont découvert ça, ils adorent. Et puis à 35 ans, ils vont lire du Lucky Luke parce que ça va les détendre. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah putain, en 20 ans, ils ont changé les jeunes. Bah non, c'est juste... Les gens évoluent, les gens bougent. La société, elle est pas fixe. La société, elle est mouvante tout le temps et les gens évoluent tout le temps. Moi, là, ce que je fais là sur YouTube, j'aurais jamais osé le faire il y a quelques années. Et il y a quelques années, j'aurais jamais eu
l'outrecuidance de dire à Finkielkraut, Alain, ce que tu dis, c'est de la merde. Tu dis de la merde sur tout un tas de sujets. C'est à chier ta pensée. Enfin, c'est pas qu'elle est à chier, mais elle est démontable. Elle n'est pas supérieure, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus ou moins intéressante. Elle est intéressante sur certains points, mais t'as des positions sur des points de vue qui sont démontables par les faits. Et donc, t'as beau avoir écrit 50 livres dans ta vie, depuis 45 ans faire des médias philosophiques médiatiques, il y a des fois, t'as pas le niveau, c'est tout. T'as juste pas le niveau. Et c'est pas grave, la vie est mouvante. Moi non plus, sur tout un tas de sujets, j'ai pas le niveau, j'aurais pas le niveau, je peux me faire démonter sur tout un tas de sujets par tout un tas de personnes. Mais il y a des sujets où je suis bon et où je sais le défendre. Oui, mais alors là, comment après... Et c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à YouTube que je suis en partie là où j'en suis. J'ai eu accès à des contenus sur YouTube que 16 ans de scolarité ne m'avaient pas permis d'acquérir. Parce que le cadre est différent, parce que aussi Tiens, on revient sur Michel Foucault, mais Michel Foucault, il avait cette phrase qui était de dire qu'il faut rendre le savoir sexy. Le savoir, c'est pas comme le foot, c'est pas comme un sport, c'est pas comme une passion, c'est machin. C'est quelque chose, faut être attiré par ça. Et il y a des choses pour lesquelles on est attiré, on comprend pas. Par exemple, il y a des gens qui sont attirés par le graffiti dans la rue. Cette façon de faire du graffiti. C'est une forme d'expression, c'est de l'art, c'est une forme de... Voilà. Il y a des gens qui sont attirés par ça très tôt. Et ils ont une culture phénoménale sur l'évolution de l'histoire de l'art, sur l'évolution de la culture urbaine. Mais comme c'est du graphe, ils vont être assimilés à des banlieusards qui saccagent du mobilier urbain et qui font des peintures dégueulasses, alors que c'est une forme d'art. C'est le graffiti même... Excusez-moi. Le graffiti même en soi, c'est une forme d'art qui évolue depuis des millénaires. Il y avait des graffitis dans les cellules romaines, il y avait des graffitis dans les cellules des prisonniers de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Enfin, le graffiti, aujourd'hui, c'est à la bombe aérosol de peinture, mais pendant des millénaires, le graffiti, ça a été de gratter le mur et d'y laisser une empreinte. Et ça a toujours existé. Quand ils font Pompéi, là, quand ils récupèrent des morceaux entiers de rue, ils voient qu'il y a pas des mosaïques, mais qu'il y a des graphes, il y a des dessins qui ont été faits un peu à la va-vite sur des murs pour symboliser des choses, pour faire passer des messages. Mais un type comme Finkielkraut, tu lui dis qu'est-ce que vous pensez du graffiti, le mec il va pas te sortir ça, le mec il va te dire c'est une mode d'expression de banlieusard qui machin. C'est comme quoi la culture, elle est vraiment. Tu peux avoir chez toi une bibliothèque, tu peux avoir 10 000 livres chez toi, tu n'auras pas un millième de la connaissance mondiale. Donc faut arrêter, la culture à un moment donné, faut se rendre compte des limites. Et TikTok, c'est un moyen potentiel de diffuser de la culture à large échelle si tu le fais bien. Si tu corresponds au code. Moi je le fais, à mon échelle, ça marche pas. Il y a des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien. C'est comme ça, c'est l'algorithme. Mais c'est pas inutile. Et au contraire, il ne faut pas condamner TikTok. Il faut essayer de le comprendre et savoir comment tu peux, toi, avec ta capacité à vouloir vulgariser des choses, tu vas le faire. YouTube, il y a 10 ans, on aurait dit c'était TikTok aujourd'hui. Et vous voyez ce que c'est devenu YouTube aujourd'hui. Prennent-ils à enchaîner des phrases, à réfléchir, à lire des livres. Donc je me tiens à l'écart tout en constatant les effets dévastateurs de la nouvelle médiasphère. Mais c'est pareil, la télévision, on dirait que par rapport aux réseaux sociaux, la télévision c'est vraiment vertueux, c'est académique, il y a tout ce qu'il faut. Mais la télévision, 90% de ta journée de télévision, c'est de la merde. 90% du temps, alors franchement, allez, un bon quart des contenus qui vont être diffusés sur 24 heures à la télévision sur une chaîne, surtout privée, c'est de la pub. Donc tu as 6 heures de pub diffusées dans la journée. Les 18 autres heures, il va y avoir des émissions, des reportages, des séries télé, des rediffs, et puis voilà, des émissions plus ou moins intéressantes. En quoi la télévision est plus vertueuse et plus intellectuelle que les réseaux sociaux? Et tu vois, il n'y a personne pour lui dire ça en fait en face, c'est ça qui est terrible. Ça, Régis Debray a eu raison, nous sommes sortis de la graphosphère, nous sommes entrés dans l'âge de la vidéosphère, donc oui, je vais à la télévision, mais mon mode d'intervention, c'est l'écriture, et même réplique, si vous voulez. J'écris mes chapeaux, comme vous d'ailleurs, et je prépare mes interventions, donc j'essaye de lier
tout ce que je fais à l'écriture. Et simplement pour terminer sur ces émissions plus immédiates, ce qui n'est pas réplique, l'actualité chaude, comment est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les préparez? Parce que pour les gens qui observent, de toute génération, il y a une exigence que vous maintenez au milieu d'un univers qui n'est pas toujours très exigeant et qui est même... Oui, bah là, du coup, il dit que oui, effectivement, il lit ses trucs, il amène ses fiches, voilà, bon, voilà, le mec, il prépare ça. Tant mieux, hein, c'est très bien, enfin, je veux dire, c'est le minimum. Mais une fois encore, généralement, quand t'as des convictions, que t'arrives à les défendre et que t'es pas dans une espèce de langue de bois, que t'es pas dans une espèce d'élément de langage, bah, t'arrives à avoir un discours à peu près construit. Enfin, je sais pas si vous connaissez... Il y a des politiciens comme ça, notamment, bon, c'est David Guiraud ou Manuel Bompard, c'est des gens de la France Insoumise, mais d'une manière générale, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec la France Insoumise, mais généralement, les mecs, ils maîtrisent leur dossier. Alors, il y a des trucs sur lesquels ils sont moins à l'aise, et puis du coup, bon, bah, il n'y a pas d'élément de langage. Enfin, tu sens que vraiment les mecs sont sincères dans leur discours. Alors que, généralement, le RN, enfin, ils font que répéter ce que le RN ou même les LR ou tout ça, c'est des gens, ils ont un petit peu perdu la capacité à être dans leurs convictions, parce que bah ils sont tellement habitués à gagner, ils sont tellement habitués à être les premiers et machin, ils se disent de toute façon on va faire ce qu'on fait, qui nous fait gagner depuis toujours. Sauf que bah voilà, limite les Républicains, le seul moment là de cette année où ils ont été un petit peu vrais dans leur discours, c'est quand Ciotti il a foutu le bazar en se barrant et en s'alliant avec le RN. C'est le seul moment où vraiment les Républicains ils ont vraiment dit ce qu'ils pensaient de Ciotti. Et là il n'y avait pas de langue de bois, il n'y avait pas d'élément de langage, mais ouais, enfin le reste du temps ça vole pas haut quoi, hein. Très relâché. Est-ce que vous... Que les intellectuels aujourd'hui ont un rôle à jouer, que quand vous dites, vous pensez l'événement, vous pensez que vous avez une influence sur les choses, que vous pesez dans le débat public, que vous avez un poids, que votre parole peut changer le cours des choses? Alors là, il va faire la référence avec les intellectuels sont vraiment entre guillemets apparus au moment de l'affaire Dreyfus, parce que il y a eu une prise de position intellectuelle par rapport à l'affaire Dreyfus en disant que en fait Dreyfus est victime d'une machination pour couvrir les dérives de l'armée de terre. Et comme l'armée de terre, c'était vraiment... à l'époque, c'était une institution, mais c'était... je sais pas à quoi on pourrait le comparer. C'était quelque chose, si t'étais contre l'armée, tu te prenais les 2/3 du pays sur la tête, quoi, tu vois. Et c'est ce qui s'est vu pendant l'affaire Dreyfus, hein. Il y avait énormément de gens qui étaient anti-Dreyfusards, juste par patriotisme et par respect envers l'institution de l'armée. Même si, ça se voyait que l'armée faisait de la merde, quoi, hein, et qu'elle essayait de sacrifier un gars pour sauvegarder son image, au détriment de son honneur, quoi. Donc, heureusement, il y a le général Picard qui a pas lâché l'affaire. Marie-Georges Picard, je crois, qui n'a pas lâché l'affaire, qui est joué par Jean Dujardin dans le film. J'accuse. Mais heureusement qu'il y a eu des personnages comme ça, quoi, parce que pour qui l'honneur de l'armée était supérieur à son image, et donc quitte à écorner un peu l'armée, bah oui, on dit qu'elle a fait de la merde, et puis on repart sur le bon pied, quoi, mais on rétablit la vérité, on rétablit l'honneur, et puis on repart. Et donc l'intellectuel a un rôle de clarification des événements. Or, ce qui se passe, et on l'a vu dès le début de cette vidéo, c'est que Finkielkraut est présenté comme étant un homme de gauche, ce qu'il n'est pas. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu rentres dans la tête des gens que tout ce qu'il va dire, c'est un discours, toutes les positions qu'il va prendre, Finkielkraut, c'est les positions d'un homme ayant la morale politique de la gauche, ce qui est faux. Et donc, t'as de la confusion à partir de ça, et c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Donc l'intellectuel aujourd'hui est encore utile. Encore faut-il que l'intellectuel ait vraiment tout intérêt à ce que son message se diffuse, et non pas son message se diffuse, mais pour engendrer du mouvement, pas pour maintenir l'existant. Si aujourd'hui tu es un intellectuel qui veut maintenir l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, et qui crée aujourd'hui des inégalités abyssales entre des gens qui ont tout et des gens qui ont beau bosser et qui n'arrivent pas à avoir accès aux plaisirs les plus simples, si tu leur dis que quand même ce système c'est le meilleur qu'on puisse avoir, au fur et à mesure du temps tu vas perdre des adeptes, et tu vas de fait être à contre-courant de ce qui est en train de se jouer. A décidé de ne plus favoriser les favorisés en écartant la culture qui
selon elle, permettait de les sélectionner. C'est une décision catastrophique qui a en fait aggravé les inégalités, parce que les favorisés, quand l'enseignement s'écroule dans le public, peuvent envoyer des enfants dans le privé, ou au moins leur donner des cours particuliers. Voilà, donc, ça a été terrible, toujours au nom de l'égalité. Et l'égalitarisme qui a joué aussi dans le rapport même à la culture, parce que pourquoi privilégier les chefs-d'œuvre consacrés? Il n'y a aucune raison objective. Qu'a-t-on à faire avec ces génuflexions obligatoires? Il faut, dit-on, éveiller l'esprit critique des élèves dès leur plus jeune âge. Or, Borges le disait, les œuvres classiques sont celles que nous abordons avec une ferveur préalable et une mystérieuse loyauté. C'est ça la transmission. Enfin, vous voyez, par exemple, pareil, l'égalitarisme. Là, on est dans une société liberté, égalité, fraternité. Mais c'est un principe. Je veux dire, réellement, on parlait du fait que tout à l'heure, Finkielkraut, c'est quelqu'un qui avait jamais dû travailler très très dur, enfin avoir des conditions de travail très pénibles et connaître des périodes difficiles dans sa vie d'une manière matérielle et économique. Donc ce mec-là, toute sa vie, son métier, ça a été de lire des livres, faire des analyses dessus, exprimer une pensée et exprimer une opinion. T'imagines bien que, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Foucault, que le savoir, il faut le rendre sexy. Moi, je me suis intéressé à la lecture parce que déjà, quand j'étais gamin, je lisais beaucoup de bandes dessinées, de romans de fantasy, tout ça. Voilà, l'univers Warhammer, pour ceux qui connaissent un peu. Je lisais beaucoup ça. Et j'ai arrêté de lire pendant un moment. Quand je me suis engagé à l'armée, j'ai arrêté de lire. Je me suis remis à lire à l'armée parce que bon, j'avais des discussions avec des gens voilà, sur des aspects politiques, philosophiques, etc. Et puis je me suis remis à lire parce que bon, il y avait un peu de temps quand même à l'armée. Des fois, il y a des périodes où il se passe pas grand-chose. Donc si tu as le temps et tu as la capacité, tu peux prendre le temps de lire. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent en vérité. Et donc il n'y a pas beaucoup de moyens de développer des discussions et des conversations intéressantes. Et quand bien même ces conversations seraient intéressantes, il ne faut pas qu'elles dépassent un certain cadre, parce que sinon tu commences à remettre en question l'ordre établi, et remettre en question l'ordre établi quand tu es militaire, c'est un peu moyen, quoi. Donc bon, c'est pour ça aussi que je suis parti. Mais déjà, pour que les gens lisent, s'intéressent à la lecture et tout ça, il faut qu'ils aient le temps. Et ensuite, une fois qu'ils ont le temps, on parle de quelle lecture? Si c'est des lectures pour se détendre, même si c'est de la SF qui va leur faire prendre conscience de certains enjeux philosophiques, de certains enjeux sociétaux, c'est très bien. Mais si par exemple les gens veulent lire Le contrat social de Rousseau, veulent lire La propriété de Proudhon, veulent lire Éthique protestante et Esprit du capitalisme de Weber, veulent lire Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan, enfin ça c'est des livres dont je parle principalement sur Éminence grise, hein, vous pouvez trouver des discours là-dessus, mais pour vouloir lire ça, il faut être attiré par ça. Si t'es pas attiré par ça, les gens, quand ils sont impactés par certaines choses, notamment quand ça a été le cas des Gilets jaunes, ils savaient bien qu'ils étaient perdants dans tout le système, mais ils savaient pas comment le définir. Sauf que quand il y a eu les Gilets jaunes, je me souviens pas d'avoir entendu Alain Finkielkraut prendre la défense des Gilets jaunes et en disant il faut changer des règles dans nos institutions, il faut changer des règles dans notre constitution pour que les gens qui travaillent puissent vivre de leur travail, quoi. Je l'ai pas entendu prendre cette défense-là. Et au contraire, j'ai plutôt eu l'impression qu'il a pris la défense des institutions, qu'il a pris la défense du gouvernement qui ne pouvait pas faire grand-chose par rapport à d'autres règles supérieures de l'Union européenne ou de la mondialisation, et qu'en gros, même si l'État voulait faire quelque chose, il ne pourrait pas faire grand-chose pour les Gilets jaunes. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ce type-là, je pense, a passé sa vie à lire des choses pour, au final, à lire tous les philosophes de la planète pour, au final, se dire le monde tel qu'il est très bien comme il est, il faut pas vraiment que ça change. Ou si ça change, il faut que ça change doucement, mais dans le fond, que ça reste à peu près pareil. Ça, c'est cette mystérieuse loyauté. On n'a pas à demander à un adolescent s'il aime ou non Phèdre ou Madame Bovary. On a à lui en faire découvrir la beauté. Et au nom, justement, d'un certain égalitarisme, on en est venu à affirmer tout est égal. Récemment encore, je lisais dans Le Monde... Mais c'est pas tout est égal, c'est complètement débile. Il y a des types, ils vont lire One Piece. Moi, j'ai jamais lu One Piece, je suis pas un lecteur de manga. Mais en lisant One Piece, allez, on va dire que sur 1000 lecteurs,
il y en a peut-être 100 qui vont être vraiment touchés par certains aspects philosophiques dans One Piece. Et ils vont se dire, waouh, c'est vraiment profond, c'est vraiment machin. Mais ils sauront pas d'où vient cet aspect philosophique. Par exemple, la ténacité, le stoïcisme face à la perte d'un être cher, le goût de l'aventure, le goût de l'esprit d'équipe, le fait que tout seul tu ne peux rien en fait, tu es toujours obligé d'être à plusieurs pour pouvoir accomplir quelque chose de grand, parce que tout seul on n'accomplit rien de grand. Enfin, je veux dire, même les Steve Jobs, même les athlètes, même tous les athlètes, tous les grands acteurs, tous les grands personnages de l'histoire de l'humanité que vous voulez, ils ont jamais tout fait tout seuls. Il y a toujours eu des gens autour d'eux pour les aider, il y a toujours eu des gens autour d'eux pour fabriquer les outils qu'ils ont utilisés, il y a toujours eu des gens autour d'eux pour promouvoir leur talent, il y a toujours eu des gens autour d'eux pour financer leurs travaux. Enfin bref, même Monsieur Finkielkraut aujourd'hui, s'il a pu faire ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est parce qu'il y a des médias qui l'ont mis en avant, c'est parce qu'il y a une société qui lui a permis de dire votre travail peut être rémunéré à cette hauteur-là et vous n'avez pas besoin d'aller au champ pour vivre de votre travail ou à la usine pour vivre de votre travail. Tout ça lui a permis ça. C'est pas Monsieur Finkielkraut qui s'est levé un matin, qui s'est dit quand je serai grand, je serai philosophe et puis voilà, j'écrirai des livres. Non, c'est la vie qui lui a tracé ce chemin, qu'il a eu l'opportunité de saisir, mais parce que tout le reste autour fonctionnait correctement. Si on était dans un pays où il n'y avait pas accès à l'eau potable et à l'eau courante, Monsieur Finkielkraut et la plupart des grands penseurs n'existeraient pas, parce que ils passeraient leur journée à avoir leurs ressources en eau de manière régulière. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Enfin, nous tous ici, on a gagné énormément de temps dans notre vie par rapport à toutes les machines, les technologies, tout ça. Si aujourd'hui, le soir, quand vous avez 2 heures de temps libre, vous préférez aller faire du sport, aller à la salle, boire un verre entre potes, lire un bouquin ou regarder un documentaire ou faire des jeux vidéo, c'est parce que la société autour de vous continue de tourner sans que vous ayez besoin de mettre la main à la pâte. Et donc après, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez développer de la pensée critique, vous allez développer un corps musculeux, vous allez développer une meilleure santé, vous allez développer de la sociabilité accrue. Bref, vous allez faire tout un tas de choses, mais vous pouvez le faire parce que la société vous permet de le faire. Et vous n'êtes pas contraint par votre environnement à de la survie substantielle. Mais au niveau, quand il dit tout est égal, non, tout n'est pas égal. Mais j'en reviens à ce que disait One Piece, c'est que tu lis One Piece, il y en a peut-être une centaine qui vont être intéressés par la philosophie qui est dedans, et sur la centaine, il y en a peut-être une dizaine qui vont s'intéresser aux philosophes qui ont écrit sur cette philosophie-là, et ils vont découvrir des choses. Mais Alain... t'inquiète pas qu'on s'attend pas à ce que 15 millions d'élèves aient exactement la même chose et qu'un mec qui a lu tout One Piece et un mec qui a lu tout Nietzsche soient au même niveau. Bien sûr que non, personne ne veut ça. Par contre, on veut dire que le mec qui a lu tout Nietzsche n'est pas forcément supérieur intellectuellement au mec qui a lu tout One Piece. Parce que ils n'ont pas forcément la même conception des choses, la même vue des choses. On parlait du QI, l'autre fois je parlais du QI sur Twitter avec d'autres gars en disant mais regardez, Elon Musk c'est l'un des plus grands QI de la planète certainement. Bon, c'est un type, je pense pas qu'il sache réparer une vitre carglass. Alors tu vas me dire ouais mais si tu lui apprends il va savoir le faire. Bah ouais, mais en fait tout le monde à qui tu apprends il peut apprendre à le faire. Enfin je veux dire, il faut vraiment avoir des problèmes neurologiques pour pas comprendre une activité quand on te la fait répéter. Mais ce que je veux dire, c'est que le QI ne fait pas la force de l'intelligence de quelqu'un. Elon Musk, il développe des idées de satellites. Je pense pas qu'il construise lui-même le satellite. Je pense pas qu'il soit capable d'assembler lui-même un satellite. Je pense pas qu'il soit utiliser le logiciel de montage des pièces sur lequel on fabrique les pièces pour le satellite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça en fait, sauf que les mecs ils ont l'impression qu'on va dire que bah oui, si tu lis Tintin et si tu lis Proust, vous serez au même niveau. Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Par contre on dit que l'avis sur des questions d'ordre général peuvent se valoir. Un type qui a fait HEC a peut-être un avis pertinent sur le principe de la courbe de Laffer en économie et sur l'imposition et la fiscalité, mais un type qui a un CAP, de boulangerie et qui aujourd'hui a monté 3 boulangeries, il est chef d'entreprise, il a une quinzaine d'employés. Il est peut-être pas au courant de ce que c'est que la courbe de Laffer, mais il comprend ce que c'est que quand il est trop taxé, il peut pas embaucher, il peut pas payer ses charges, il peut pas payer ses fournisseurs, et en plus il se fait bouffer sa marge, il se fait bouffer sa part de marché par des entreprises qui sont 10 fois plus grosses que lui, qui bénéficient de return fiscal que lui n'a pas, et qui du coup va se faire détruire à cause de ça. Mais il n'arrive pas forcément à le développer parce que
il n'a pas la connaissance d'HEC, mais il a quand même les compétences pour gérer 3 entreprises et une quinzaine d'employés. Il n'est pas plus con que le mec d'HEC. C'est ça en fait quand on parle d'égalitarisme. Enfin bref. Je crois. L'entretien. On va aller directement à la partie où il parle de Tzahal parce que sinon on va jamais y arriver. Ouais, donc la grosse partie du reste de l'interview, c'est de dire que voilà, il y a un nouvel antisémitisme qui est apparu, notamment via l'extrême gauche et la France insoumise. Alors, une fois encore, un politics, la France insoumise n'est pas d'extrême gauche. Voilà. L'extrême gauche, ce qu'elle veut, historiquement, c'est un renversement des institutions, c'est un renversement de la République telle qu'elle est faite aujourd'hui pour faire place à une société plus anarchique, c'est-à-dire sans hiérarchie, plus avec des fédérations, des groupements autonomes qui se gèrent entre eux, mais rien à voir avec les institutions républicaines. Donc en fait, c'est pas du tout le cas de la France insoumise. La France insoumise, elle est réformatrice. C'est finalement une gauche classique, historique, mais comme on a affaire à des gens qui, voilà, sont des intellectuels qui, au lieu d'éclaircir la pensée, l'obstruent, la font piétiner dans les ténèbres, eh ben, on a des types comme Finkielkraut qui dit que LFI est antisémite parce qu'ils sont critiques du gouvernement de Netanyahou, parce ils prennent la défense de la Palestine, ils prennent la défense des immigrés qui sont majoritairement des musulmans, et dans les immigrés majoritairement musulmans, il y a une part... possiblement, hein, ça c'est réel, hein, il y a vraiment une part d'antisémites chez des citoyens français musulmans, mais c'est les radicaux. Quoi, c'est les radicaux, c'est les plus... Enfin, je suis désolé, tu vas à l'extrême droite, traditionnaliste, française, vraiment de souche, qui est en France depuis 5 siècles, qui est catholique à 100%, je pense pas que ce soit les plus judéophiles des citoyens français, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de porter des œillères et il faut regarder la réalité. Tu vas chez Reconquête, je pense pas que tu vas trouver beaucoup de fans de la population juive chez Reconquête. Je pense même qu'il y en a certains, ils ont des pensées de bons à rien, tu vois ce que je veux dire, de bons à rien, ils ont comme pensée. Donc c'est fatigant. Donc là, on arrive au passage où on avait vu sur Twitter. Conscience, mais aussi cet antisémitisme est relayé par la France insoumise et par un certain nombre d'intellectuels et d'universitaires. Mais pour cela, il n'y a aucune raison d'avoir honte. Mais lesquels? Enfin, donne des noms. Montre-le. Dis-nous quel passage de quel livre, de quel auteur dit que, franchement, il y a une... Je le précise, je diffuse une certaine haine de nos concitoyens juifs. Dis-le en fait. Le mec il est là, il est abstrait. Oui, il y a une certaine machin, chez qui, je sais pas quoi. C'est qui, quoi, où, quand quel universitaire tu parles? Quelle société, quel livre fait ça? Dis-le. Sors des arguments, montre quel est le passage vraiment qu'on peut qualifier de tel, et puis et puis voilà, on va te dire si c'est vrai, si on est d'accord ou pas. Puisque disent-ils, et c'était encore le Thomas Porte il y a peu à l'Assemblée nationale, Israël commet un génocide tous les jours. Israël commet un génocide à Gaza. Quoi qu'on pense de la riposte d'Israël. Bon, ça c'est l'extrait qu'on a vu. Quoi qu'on pense de la riposte d'Israël, les mecs, ils ont plus bombardé sur Gaza en un an que la plupart des conflits depuis ces 10 dernières années. Gaza, c'est une bande qui fait je sais plus combien de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, même pas. Enfin, c'est un tout petit morceau de pays sur lequel se sont abattus des dizaines de milliers d'explosifs, de bombes en tout genre depuis un an. Enfin, je veux dire, si c'est pas volontairement pour détruire la population, qu'est-ce que c'est alors quand tu obliges une population à se déplacer en lui faisant perdre toutes ses infrastructures, tous ses souvenirs et toute possibilité de reconstruire derrière? Le génocide arménien, et là je parle un peu en connaissance de cause parce que j'ai bien étudié le sujet, le génocide arménien, ça n'a jamais été reconnu comme un génocide par les Turcs parce que, d'après eux, ils ont pris la population arménienne, ils l'ont déplacée d'un point A à un point B, et après ils les ont laissés se débrouiller. Sauf que déjà, le déplacement d'un point A à un point B, c'est des familles entières, de tout âge, hein, des enfants, des nourrissons, des vieillards, des gens infirmes, beaucoup de femmes, et parce que la plupart des hommes avaient déjà été arrêtés, emmenés au front ou exécutés. Il y a un film avec Tahar Rahim qui s'appelle Le Cri, que je vous conseille de regarder, qui est vraiment voilà, qui est un très grand film, mais qui fait vraiment froid dans le dos. Et on les a déplacés sur des zones désertiques pendant des jours et des jours avec quasiment pas de ravitaillement,
des attaques régulières de brigands qui faisaient des rapts, qui emmenaient des enfants, qui emmenaient des femmes, qui violaient sur place, qui tuaient, enfin les gardes turcs laissaient faire. Et toute personne qui ne suivait pas le convoi était abandonnée. Et aujourd'hui, ça a été considéré comme un génocide, cet épisode-là. Un pays qui bombarde sans arrêt pendant 1 an une région au point de faire partir toute sa population, de la cantonner dans un coin du pays et de l'affamer, de détruire sa réserve d'eau, ça a été documenté. C'est quoi, en fait? C'est quoi? Alain, c'est quoi? Et là, il n'y a personne sur le plateau pour lui mettre ça dans le nez, pour lui mettre son nez dans le caca, le nez dans son caca, et c'est absolument énervant, quoi. Israélienne. Le mot de génocide est fou. Pour qu'Israël arrête, il suffirait que le Hamas dépose les armes et libère les otages. Est-ce que les Juifs ont jamais eu un choix pareil? Est-ce qu'on a vacciné? Est-ce que les Juifs, ils ont laissé le choix aux Palestiniens de dire montrez-nous où sont les forces du Hamas, dénoncez-les, permettez, ceux qui ne sont pas membres du Hamas et qui souhaitent partir de Gaza, on vous ouvre le chemin, même les familles palestiniennes qui souhaitent fuir la domination du Hamas, vous êtes invités à venir chez vous. Après, ils vont dire oui, mais le Hamas leur aurait tiré dessus. Vu les ressources du Hamas en munitions, je ne sais pas si le Hamas aurait été prêt à utiliser ces ressources-là pour abattre sa propre population. J'en sais rien. Peut-être, ça. Mais est-ce que ce choix-là a été donné aux Palestiniens? Je ne sais pas. Je pense pas. Et les Juifs du ghetto de Varsovie, alors que tous les enfants de Gaza ont été vaccinés. Donc ce terme de génocide est ignoble, mais il permet justement de nazifier les Juifs, de leur faire perdre tout leur crédit victimaire, de dire qu'ils sont passés dans le mauvais camp, ils sont des bourreaux, et donc ils sont eux-mêmes des nazis et des racistes. Donc c'est ça. Et en plus là, il fait un amalgame. Il fait oui, vu que l'État d'Israël fait ça et vu que l'armée israélienne fait ça, alors tous les Juifs sont comme ça. Non, tous les Juifs sont pas comme ça. Putain, mais déjà respecte un peu les gens. Il y a des dizaines de milliers de Juifs à travers le monde et dans Israël qui sont contre la politique de Netanyahou, il y a des tas d'observateurs qui l'ont dit, mais la montée de l'antisémitisme, elle est aussi due à ça. Elle est due à un gouvernement israélien qui est absolument sans pitié envers une population qui a plus grand-chose. Et du coup, ça crée une espèce de sentiment de se dire, mais les mecs, ils font ce qu'ils veulent, ils sont inquiétés par personne. Et à un moment donné, ça peut ressurgir sur de la population. Enfin, je veux dire, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la population civile allemande, elle s'en est pris plein la gueule de la part des Russes, de la part des Alliés, alors que il y a des tas de civils qui n'étaient pas forcément pro-nazis, qui étaient peut-être même contre, qui essayaient de faire de l'humanitaire à leur échelle, voire même qui étaient des objecteurs de conscience qui avaient quitté l'Allemagne, pour justement ne pas participer à tout ce délire, mais ils ont quand même été très très mal perçus pendant très longtemps. Il y a une détestation des Allemands d'une manière générale parce que ils étaient responsables, enfin on les considérait tous responsables de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, alors que c'est pas forcément le cas, quoi. C'est pas forcément le cas, mais ça crée du ressentiment, effectivement. Ça, si vous voulez, ce qui caractérise l'antisémitisme de ce temps, c'est que c'est un antiracisme. Et comme c'est un antiracisme, il est inculpabilisable. Oui, je me tais, je le sens. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, mais vous avez très bien conclu. Merci en tout cas Alain Finkielkraut pour cette très belle conversation. On a pu... Bon voilà, hein, c'est assez navrant en fait, parce que moi je veux bien franchement des émissions comme ça, mais il faut qu'il y ait un contradicteur en face, quoi. Sinon c'est pas sinon le mec il déroule ses trucs. Mais je veux dire, même pour quelqu'un qui serait pro-palestinien, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein, on peut faire un truc, un débat pro-Israël, pro-Palestine, pro-sioniste et anti-sioniste, mais faisons un truc bien, quoi. Parce que, bon, après, c'est 22 000 vues. Moi, de toute façon, je vais faire 500 vues à tout péter, donc ça va pas changer grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est ça, en fait. C'est la culture, c'est pas Le Figaro. La philosophie, c'est pas Alain Finkielkraut. Et je veux dire, c'est un tout. Et il y a des gens, aujourd'hui, ils ont des capacités ils ont des capacités de diffusion qui sont massifs, alors qu'il n'y a pas de contradicteur, et aux 2/3 de ce qu'ils racontent, c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça va contre leurs intérêts. Alors, ils sont prêts à dire de la merde pour protéger leurs intérêts. Je veux dire, une fois encore, ce que je disais en début de vidéo, je pense pas que les Juifs soient en danger en France aujourd'hui. Enfin, je pense... Alors après, effectivement, si tu dis « je suis juif »,
je soutiens le gouvernement israélien et je soutiens la colonisation future de Gaza par le peuple israélien, évidemment que tu vas pas te recevoir des fleurs. Au minimum, tu vas recevoir du mépris. Au minimum, tu vas recevoir des huées. Au minimum. Mais c'est normal. Enfin, c'est comme si, j'ai envie de dire, tu disais, t'allais en Algérie en 1963, et tu disais, oui, quand même, moi, je suis pour le retour de la France, je suis pour le retour de l'administration coloniale, et je suis pour le retour de l'ordre social tel qu'il était avant. Évidemment que tu vas te recevoir des pierres sur la tête, quoi. Ça paraît presque normal. Mais c'est pareil si tu arrives en Arménie en 1920 et que tu dis ouais, bah en fait, les jeunes Turcs, ils ont quand même apporté pas mal de choses. Enfin, tu vas te faire caillasser. Tu peux pas te mettre à soutenir verbalement le camp qui est responsable d'un massacre ignoble pour des raisons mais purement politique et idéologique. Il y a même pas une raison économique dans tout ça. C'est vraiment purement la haine raciale, quoi, qui est derrière tout ça. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et puis à la faire découvrir autour de vous. Je vous souhaite d'excellentes soirées, lectures, et je vous dis à très bientôt. Salutations.